L'horloge de mon téléphone affichait 12h47 du matin lorsque j'ai envoyé le troisième SMS à ma femme, Sarah. Pas de réponse. Encore. Et bébé, je prends des nouvelles. Comment se passe la soirée entre filles? Il se fait tard. Tu vas bien? Sarah, s'il te plaît, fais-moi savoir que tu es en sécurité. 3 coches bleues. Lu. Ignoré. Je suis Eddie Harlow, 41 ans, et je suis marié à Sarah depuis 8 ans. Je travaille comme inspecteur en bâtiment dans notre petite ville du Maine, Millbrook, qui compte 8200 habitants. C'est le genre d'endroit où tout le monde connaît tout le monde, où les secrets voyagent plus vite que les rumeurs, et où la réputation d'un homme peut s'effondrer en un seul week-end. Sarah était partie à 19h, habillée à tuer dans une robe noire que je n'avais jamais vue auparavant. Juste une sortie avec les filles, avait-elle dit, me regardant à peine en attrapant son sac à main. Ne m'attends pas. Mais me voilà, à presque 1h du matin, à l'attendre, fixant mon téléphone comme s'il détenait les réponses à des questions que je ne voulais pas poser. La maison se sentait différente sans elle. Notre modeste maison de 2 chambres sur Maple Street semblait soudain trop calme, trop vide. La rénovation de cuisine à moitié terminée sur laquelle je travaillais depuis des mois me narguait de l'autre bout de la pièce. Des armoires pendaient à des angles étranges, des outils éparpillés sur le comptoir, tout comme tout le reste dans ma vie dernièrement. Inachevé, en désordre, en train de s'effondrer. J'ai essayé d'appeler. Directement sur la messagerie vocale. Vous avez atteint Sarah. Laissez un message et je vous rappellerai. Sa voix enregistrée joyeuse a sonné comme une gifle. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'appeler ses amis. J'ai d'abord essayé Jessica, sa meilleure amie de l'hôpital où Sarah travaillait comme chef de projet. Jessica a répondu à la 4e sonnerie, la voix lourde de sommeil. Eddie? Quelle heure est-il? Désolé de te réveiller, Jess. Je cherche Sarah. Elle est sortie avec vous ce soir, n'est-ce pas? Une pause. Une pause trop longue. Oh, oui. Nous étions au Murphy's Pub plus tôt. Mais je suis parti vers 22h. Je devais rentrer chez les enfants. Sarah était-elle toujours là quand tu es parti? Une autre pause. Je pense que oui. Il y avait beaucoup de monde. Écoute, Eddie, je suis vraiment fatigué. On peut parler demain. Elle a raccroché avant que je puisse poser autre chose. Ensuite, j'ai appelé Amanda, une autre amie du travail de Sarah. Même histoire. Parti tôt. Pensais que Sarah était toujours là. Ne pouvais pas être sûr. Puis j'ai appelé Rachel, une amie de collège de Sarah qui vivait de l'autre côté de la ville. Cette fois, la pause a été encore plus longue. Rachel, as-tu vu Sarah ce soir? Eddie, je ne me sentais pas bien. Je ne suis même pas sorti ce soir. Mon sang s'est transformé en eau glacée. Qu'est-ce que tu veux dire, tu n'es pas sorti? Sarah a dit qu'elle te rencontrait, toi et les filles. J'ai été à la maison toute la nuit avec une migraine. J'ai envoyé un SMS au groupe plus tôt pour annuler. Le téléphone m'a échappé des mains, claquant sur la table basse. Si Rachel avait annulé, et si Jessica était partie tôt, et si Amanda était partie tôt, avec qui Sarah était-elle? J'ai attrapé mon ordinateur portable et ouvert Instagram. Le profil de Sarah s'est chargé, et il y avait ça, une publication d'il y a 2 heures. La photo montrait l'intérieur d'un club faiblement éclairé, des néons projetant des ombres violettes et bleues sur une piste de danse bondée. Au premier plan, 2 verres étaient posés sur une table haute. L'un portait des marques de rouge à lèvres sur le rebord, la teinte rouge signature de Sarah. L'autre était intact, un verre d'homme à en juger par son apparence. Whisky, pur. La légende disait, parfois, il faut danser comme si personne ne regardait. Girls Night Living Me Best Life. Mais je pouvais voir le bord de la main d'un homme sur la photo, atteignant ce verre de whisky, une main portant une montre en argent que je ne reconnaissais pas, avec un tatouage dépassant dessous la manche. Mon téléphone a vibré. Sarah, enfin, me rappelait. Qu'est-ce que c'est que ça, Eddie? Sa voix était perçante, agacée. Le bruit de fond suggérait qu'elle était toujours au club. Jessica a dit que tu l'avais appelée, elle et Amanda. Tu me surveilles comme si j'étais une adolescente? Où es-tu, Sarah? Je suis sorti avec des amis, comme je te l'ai dit. Quels amis? Parce que je les ai appelés.
Rachel n'est même pas sortie ce soir. Jessica et Amanda sont partis il y a des heures. Silence. Le bruit de fond a semblé s'estomper, comme si elle était sortie ou dans un endroit plus calme. J'ai rencontré d'autres personnes du travail. Tu ne les connais pas. Quelles autres personnes? Eddie, arrête. Juste arrête. Je ne suis pas une petite fille. Arrête de me chercher et d'appeler tous mes amis. Je serai bientôt à la maison. Quelque chose dans son ton, défensif, coupable, en colère, m'a dit tout ce que je devais savoir. En 8 ans de mariage, j'avais appris à lire les humeurs de Sarah comme des bulletins météorologiques. Ce n'était pas la voix de quelqu'un qui s'amuse innocemment avec des collègues. Ne rentre pas à la maison, ai-je dit doucement. Quoi? Je sais avec qui tu es parti. Je sais ce que tu as fait après le club. Le silence s'est étiré entre nous comme un gouffre. Je pouvais entendre sa respiration, presque sentir sa panique à travers le téléphone. Eddie, tu es fou. Je ne sais pas ce que tu penses. Nous devrions divorcer, ai-je interrompu. Parce qu'une femme comme toi n'est pas ce que je veux, et ce n'est certainement pas ce dont j'ai besoin. J'ai raccroché. Pendant un instant, je me suis juste assis là dans le salon sombre, entouré des débris de ma vie à moitié terminée. La rénovation de cuisine qui ne serait jamais achevée. L'hypothèque que nous avions contractée ensemble. Le compte bancaire commun. Les rêves partagés qui s'étaient lentement transformés en ressentiments et en mensonges. Mon téléphone a vibré avec des SMS. Sarah essayant de rappeler. J'ai refusé chaque appel et regardé les messages s'accumuler. Eddie, s'il te plaît. Tu te méprends. Allez, ne sois pas comme ça. Je rentre à la maison. Il faut qu'on parle. J'ai éteint mon téléphone et suis allé à la cuisine. Dans le tiroir à babioles, enfoui sous des menus de plats à emporter et des piles mortes, j'ai trouvé la carte de visite que le détective Knox m'avait donnée l'année dernière lorsque quelqu'un avait cambriolé mon camion de travail. Je n'en avais pas eu besoin alors, mais quelque chose me disait que j'en aurais peut-être besoin maintenant. Pas pour ce soir. Ce soir n'était que le début. Je me suis versé 3 doigts de bourbon et me suis rassis dans mon fauteuil inclinable. Dehors, le chien de Madame Patterson aboyait après quelque chose dans l'obscurité. Le son a résonné dans notre quartier tranquille, un avertissement que quelque chose n'allait pas, quelque chose arrivait. Je ne le savais pas encore, mais cet appel téléphonique venait d'allumer la mèche de 8 ans de mariage. Et quand Sarah franchirait cette porte, tout ce que nous avions construit ensemble allait exploser. Le bourbon a brûlé en descendant, mais pas autant que la vérité. Je me suis réveillé dans mon fauteuil inclinable à 6h23 du matin, le cou raide et la bouche ayant un goût de regret et de whisky. La voiture de Sarah n'était pas dans l'allée. Les événements de la nuit précédente sont revenus comme une mauvaise gueule de bois. Les appels sans réponse. Les mensonges. La publication Instagram avec la main de l'homme mystérieux atteignant un verre. J'ai préparé du café avec des mains tremblantes et j'ai essayé de reconstituer ce que je savais. Sarah avait menti sur ses projets. Ses amis étaient tous partis tôt ou n'étaient pas sortis du tout. Elle avait été avec quelqu'un. Quelqu'un dont elle ne voulait pas que je sois au courant. Mon téléphone, que j'avais rallumé 20 minutes plus tôt, affichait 17 appels manqués de Sarah et une série de messages textes de plus en plus désespérés. Eddie, s'il te plaît, réponds. Je suis chez Jessica. Il faut qu'on parle. C'est ridicule. Tu agis comme un fou. Bien, sois comme ça, mais je ne rentre pas à la maison avant que tu te calmes. Le dernier message était arrivé à 4h17 du matin. Elle avait passé la nuit ailleurs. La question était où? J'ai appelé pour me faire porter malade au travail, pour la première fois en 3 ans, et je suis allé au Murphy's Pub. Il n'ouvrait pas avant 11h, mais je savais que le propriétaire, Big Jim Murphy, serait là tôt pour faire l'inventaire. Je l'ai trouvé dans l'allée arrière déchargeant des caisses de bière d'un camion de livraison. Eddie Harlow, a-t-il tonné, essuyant la sueur de son front. Tu es levé tôt pour un gars qui ne travaille plus dans la construction. Salut Jim, petite question. Tu travaillais la nuit dernière? Bien sûr. Les jeudis sont chargés. Pourquoi? Ma femme, Sarah, était ici avec des amis. Tu te souviens de l'avoir vue? L'expression de Jim a légèrement changé. Dans une petite ville, les barmen sont comme des prêtres et des thérapeutes réunis en un seul. Ils voient tout,
entendent tout et savent quand se taire. Oui, je l'ai vue. Elle est arrivée vers 20h avec cette amie blonde. Jessica, je crois. Sont-ils restés longtemps? Jessica est partie peut-être 1 heure plus tard. Elle devait rentrer chez ses enfants, a-t-elle dit. Jim a marqué une pause, étudiant mon visage. Mais Sarah, elle est restée. Seule? Une autre pause. Plus longue cette fois. Eddie, tu devrais peut-être demander à Sarah à ce sujet. Je te le demande, Jim. Il a soupiré et s'est appuyé contre son camion. Elle n'était pas seule quand elle est partie. Il y avait un jeune gars, peut-être fin de la vingtaine, grand, athlétique. Je ne l'avais jamais vu auparavant. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. À quelle heure sont-ils partis? Peut-être 11h, 11h30. Ils étaient proches, Eddie. Vraiment proches. Je suis désolé. J'ai remercié Jim et suis rentré chez moi, hébété. La voiture de Sarah était maintenant dans l'allée, et je pouvais la voir bouger à l'intérieur de la maison à travers la fenêtre de la cuisine. Elle m'attendait quand je suis entré, toujours vêtue de la robe noire de la nuit dernière, bien qu'elle soit froissée maintenant et que son maquillage soit étalé. « Où étais-tu » a-t-elle demandé. « Où étais-tu » ai-je riposté. « Je t'ai dit que j'étais resté chez Jessica. » Bullshit. Le mot est sorti plus fort que je ne l'avais voulu. Jim Murphy t'a vu quitter le pub avec un gars vers 11h30. Donc, soit tu mens à propos de la maison de Jessica, soit tu mens à propos d'être seul. Le visage de Sarah est devenu pâle, puis a rougi. Tu es allé au pub? Tu me surveilles comme si j'étais une criminelle. Réponds à la question, Sarah. Qui était-il? Je n'ai rien à répondre. C'est insensé, Eddie. Tu agis de manière paranoïaque et contrôlante et son nom, Sarah. Donne-moi juste son nom. Elle s'est détournée de moi, fixant la fenêtre de la cuisine. Quand elle a reparlé, sa voix était plus calme, mais non moins défiante. Son nom est Austin Reddick. C'est un entraîneur personnel à la nouvelle salle de sport du centre-ville. On se parle. Se parler? Oui, se parler. C'est un ami. Les amis ne quittent pas les bars ensemble à minuit, Sarah. Rien ne s'est passé. Les mots ont explosé d'elle. Nous sommes juste allés prendre un café et avons parlé. Il traverse un divorce aussi, et nous avons beaucoup en commun, et divorce? J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Quel divorce? Nous ne divorçons pas. Les yeux de Sarah ont brillé d'une chose que je n'avais jamais vue auparavant. Du mépris, peut-être, ou du soulagement d'être enfin prise. N'est-ce pas, Eddie? Regarde-nous. Regarde cette maison. Regarde ta vie. Tu as 41 ans. Et tu passes tes soirées à mesurer des cadres de porte et à vérifier des prises électriques. Tu ne m'as pas touché depuis des mois. Tu ne m'as emmené nulle part ni fait quoi que ce soit d'excitant depuis des années. J'ai l'impression d'étouffer. Alors, tu as décidé de commencer à fréquenter d'autres hommes. J'ai décidé de me souvenir ce que ça fait d'être en vie. Le silence qui a suivi était assourdissant. Nous nous tenions là dans notre cuisine cassée, entourés des outils et des projets à moitié terminés qui avaient autrefois représenté notre avenir ensemble. Et j'ai réalisé qu'en chemin, nous étions devenus des étrangers. Depuis combien de temps, ai-je demandé doucement. Depuis combien de temps quoi? Depuis combien de temps le vois-tu? Sarah a de nouveau détourné le regard. Quelques semaines, peut-être un mois. Où l'as-tu rencontré? À la salle de sport. Je me suis inscrite le mois dernier, tu te souviens? Tu as dit que c'était trop cher, mais je me suis inscrite quand même. Je me souvenais. Elle était rentrée à la maison excitée par sa nouvelle routine d'entraînement, par le fait de se sentir plus saine et plus confiante. Je pensais que c'était génial. Je l'avais encouragée. As-tu couché avec lui? Eddie. As-tu couché avec lui, Sarah? Son silence a suffi pour répondre. Je suis allé dans notre chambre et j'ai commencé à sortir des vêtements de ma commode. Sarah a suivi, ses talons claquant sur le parquet. Qu'est-ce que tu fais? Je fais mes bagages. Tu n'as pas à partir. On peut régler ça. On peut aller en thérapie ou je me suis tourné pour lui faire face, et elle a reculé devant ce qu'elle a vu dans mon expression. Non, Sarah.
On ne peut pas régler ça. Tu as fait ton choix quand tu as rencontré Austin Reddick. Tu as fait ton choix quand tu m'as menti à propos de la soirée entre filles. Tu as fait ton choix quand tu as passé la nuit avec lui au lieu de rentrer chez ton mari. Je n'ai pas passé la nuit avec lui. Alors où étais-tu? Et ne dis pas la maison de Jessica, parce que je vais l'appeler. Les épaules de Sarah se sont affaissées de défaite. J'étais dans son appartement, mais nous avons juste parlé, Eddie. Je jure que nous avons juste parlé. J'ai fermé mon sac de sport et me suis dirigé vers la porte. Je vais rester au Millbrook Inn jusqu'à ce que je trouve un endroit. Mon avocat te contactera pour les papiers de divorce. Eddie, attends. Mais j'étais déjà sorti, laissant derrière moi 8 ans de mariage et la croyance naïve que l'amour suffisait à maintenir deux personnes ensemble. Je ne le savais pas encore, mais ce n'était que le début de l'histoire. Le vrai drame allait commencer quand je rencontrerais Austin Reddick face à face, et quand la famille de Sarah s'en mêlerait. Parce que dans les petites villes comme Millbrook, le divorce n'est pas seulement entre deux personnes. C'est un événement communautaire. Et certains membres de la communauté ont des opinions très fortes sur qui a raison et qui a tort. Le Millbrook Inn était exactement aussi déprimant que son nom l'indiquait. Des chambres à $40 la nuit avec des murs fins, des serviettes encore plus fines et l'odeur persistante de désinfectants industriels mélangés au désespoir. Mais c'était propre. C'était calme. Et surtout, ce n'était pas la maison que j'avais partagée avec Sarah. J'y étais depuis 3 jours lorsque le frère de Sarah, Marcus, est arrivé. Marcus Patterson, il avait gardé le nom de son père quand Sarah avait pris le mien, était tout ce que je n'étais pas. 1,90 mètres, des épaules larges, des cheveux parfaitement coiffés et un travail dans le marketing numérique qui semblait impliquer beaucoup de déjeuners chers et encore plus de costumes chers. Il conduisait une BMW et vivait dans un condo du centre-ville qui coûtait plus cher que la plupart des maisons des gens. Il pensait aussi que j'étais indigne de sa sœur. Je rentrais d'un dîner déprimant chez Denny's quand je l'ai trouvé appuyé contre mon camion sur le parking de l'auberge. Même sous la faible lumière du réverbère, sa désapprobation était évidente. Eddie, a-t-il dit, se détachant du camion. Il faut qu'on parle. Marcus. Laisse-moi deviner. Sarah t'a envoyé. Personne ne m'a envoyé. Je suis venu parce que ma sœur est en train de s'effondrer, et tu agis comme un enfant. J'ai déverrouillé mon camion et j'ai mis mes clés dans ma poche. Ta sœur s'effondre parce qu'elle s'est fait prendre à tromper. Ce n'est pas ma faute. Tromper? Marcus a ri, mais il n'y avait aucun humour dans son rire. Elle est sortie prendre un café avec un ami. Tu exagères complètement. Café? Je me suis tourné pour lui faire face complètement. C'est ce qu'elle t'a dit? Elle m'a dit la vérité, que tu la négligeais depuis des mois, que tu étais paranoïaque et contrôlant, et que quand elle a essayé de se faire un ami, tu as pété les plombs. Le parking était vide, à l'exception de quelques autres voitures appartenant aux autres résidents temporaires de l'auberge. Des gens entre deux appartements, des vendeurs itinérants, et maintenant moi. Le réverbère le plus proche clignotait de temps en temps, projetant des ombres changeantes sur le visage de Marcus. A-t-elle mentionné qu'elle a menti sur l'endroit où elle allait? Qu'elle m'a dit qu'elle passait une soirée entre filles alors que ses amis avaient tous annulé ou étaient partis tôt? Elle a dit qu'elle avait rencontré d'autres personnes. Une personne, Marcus. Un homme. Et elle a passé la nuit dans son appartement. Cela l'a fait hésiter, mais seulement un instant. Écoute, peut-être qu'elle a fait des erreurs. Peut-être qu'elle aurait dû être plus honnête au sujet de ses projets. Mais tu es son mari, Eddie. Tu es censé te battre pour ton mariage, pas t'enfuir dans un motel la première fois que les choses deviennent difficiles. La première fois. Les mots sont sortis plus vifs que je ne l'avais voulu. Marcus, ce n'est pas la première fois. C'est juste la première fois que je la prends. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me suis appuyé contre mon camion, soudain épuisé. Ça veut dire que j'ai vu ma femme s'éloigner de moi pendant des mois. Des nuits tardives au travail qui n'apparaissent pas sur son emploi du temps. De nouveaux vêtements dont elle cache les reçus. Un mot de passe sur son téléphone qu'elle n'avait jamais eu auparavant. J'ai trouvé des excuses pour. Tout cela parce que je ne voulais pas croire ce qui était juste devant moi. Marcus est resté silencieux un instant, et j'ai pensé que j'avais peut-être réussi à le toucher. Puis il a secoué la tête. Même si c'est vrai, et je ne dis pas que ça l'est, mais même si c'est vrai, ça ne veut pas dire que tu abandonnes.
ça ne veut pas dire que tu abandonnes ta femme quand elle a le plus besoin de toi. Elle m'a abandonné la première. Elle a fait une erreur. Elle a fait un choix. Les mots ont résonné sur le parking vide. Elle a choisi de me mentir. Elle a choisi de passer la soirée avec un autre homme. Elle a choisi de passer la nuit dans son appartement au lieu de rentrer chez son mari. Ce n'étaient pas des erreurs, Marcus. C'était des choix. Marcus s'est rapproché, et je pouvais voir plus clairement la ressemblance familiale. Il avait les yeux de Sarah, le même vert qui m'avait attiré chez elle il y a 8 ans. Mais là où les yeux de Sarah étaient autrefois chaleureux, ceux de Marcus étaient froids. Tu sais ce que je pense, Eddie? Je pense que tu cherches une excuse pour sortir de ton mariage. Je pense que tu étais malheureux depuis un moment, et cela te donne une raison de jouer la victime au lieu d'admettre que tu es tout aussi responsable des problèmes de votre relation. C'est ce que tu penses? Je pense que Sarah mérite mieux qu'un homme qui s'enfuit au premier signe de problème. Je pense qu'elle mérite quelqu'un qui se bat pour elle au lieu de faire ses bagages et de s'enregistrer dans un motel. Le réverbère clignotant projetait d'étranges ombres sur nos deux visages alors que nous nous fixions du regard. Au loin, j'entendais le trafic de la route principale, le bruit des gens vaquant à leur vie normale pendant que la mienne s'effondrait. Quelqu'un comme Austin Reddick, ai-je demandé doucement. L'expression de Marcus a légèrement changé. Je ne sais rien de ce type. Mais tu le connais. Sarah l'a mentionné. Elle a dit qu'il était un ami qui l'aidait à traverser une période difficile. Une période difficile que j'ai apparemment causée. Écoute, Eddie. Non, regarde. Je me suis détaché de mon camion et j'ai fait un pas vers lui. J'ai passé 8 ans à essayer de rendre ta sœur heureuse. J'ai acheté la maison qu'elle voulait, même si cela étirait notre budget. J'ai pris le travail qu'elle pensait plus respectable, même si j'adorais les travaux de construction. J'ai supporté ses plaintes concernant mes amis, mes passe-temps, ma famille. J'ai tout changé en moi qu'elle n'aimait pas, et ce n'était toujours pas suffisant. Je n'ai pas fini. Ma voix devenait plus forte, mais je m'en fichais. Depuis un an, je l'ai vue devenir de plus en plus distante, plus critique, plus insatisfaite de tout ce qui concernait notre vie ensemble. Et au lieu de m'en parler, au lieu d'essayer de résoudre nos problèmes ensemble, elle est allée chercher quelqu'un d'autre. Marcus était silencieux maintenant, la mâchoire serrée. Alors ne viens pas ici et dis-moi que je devrais me battre pour mon mariage. J'ai continué. Ne me dis pas que je devrais me battre pour quelqu'un qui a déjà décidé que je ne valais pas la peine de se battre. Et ne me dis pas que c'est moi qui ai abandonné le premier, parce que nous savons tous les deux que ce n'est pas vrai. Le silence s'est étiré entre nous. Au loin, une portière de voiture a claqué et quelqu'un a ri. Des bruits normaux d'une soirée normale dans une vie normale. Elle t'aime, a dit Marcus finalement. Mais sa voix manquait de conviction. Non, elle ne m'aime pas. Peut-être qu'elle m'a aimé autrefois, mais plus maintenant. Et tu sais quoi? Je commence à réaliser que peut-être je ne l'aime plus non plus. Peut-être que j'aime juste le souvenir de ce qu'elle était. Marcus a détourné le regard et un instant, j'ai cru voir le doute s'insinuer dans son expression. Puis il s'est redressé, la loyauté familiale reprenant le dessus. C'est temporaire, a-t-il dit. Quoi qu'il se passe entre vous deux, c'est temporaire. Sarah traverse quelque chose en ce moment, mais ça passera. Et quand ça passera, tu regretteras d'avoir abandonné ton mariage. Peut-être. Mais je regretterai encore plus d'être resté dans un mariage avec quelqu'un qui ne veut pas y être. Marcus est retourné à sa BMW sans un mot de plus. Je l'ai regardé s'éloigner, ses feux arrière disparaissant dans la nuit, et j'ai réalisé que j'avais perdu plus que ma femme. J'avais perdu toute sa famille, toutes les relations et les liens qui avaient fait partie de ma vie pendant 8 ans. Mais en rentrant dans ma déprimante chambre de motel, j'ai aussi réalisé autre chose. Je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. Pour la première fois depuis longtemps, je ne marchais pas sur des œufs, je ne me demandais pas ce que j'avais fait de mal ou comment je pouvais le réparer. J'étais libre. La question était, qu'allais-je faire de cette liberté? Le lendemain matin, je me suis rendu au Paulson S dîner pour prendre le petit déjeuner et j'ai rencontré mon vieil ami Mike Rodriguez. Mike et moi avions travaillé ensemble dans la construction pendant 5 ans avant que je ne prenne le poste d'inspecteur en bâtiment. Nous étions restés proches même après que j'ai changé de carrière, bien que Sarah ne l'ait jamais beaucoup aimé. Eddie. Mike s'est levé de sa banquette et m'a tapé sur l'épaule.
J'ai entendu dire que tu séjournais à Lynn. Tout va bien? Je me suis glissé dans la banquette en face de lui et j'ai commandé un café à la serveuse. Sarah et moi divorçons. L'expression de Mike est passée d'une préoccupation amicale à quelque chose de plus sérieux. Bon sang, mec. Je suis désolé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai donné la version abrégée. Les mensonges à propos de la soirée entre filles, l'homme mystérieux, la nuit passée dans l'appartement d'Austin. Mike a écouté sans m'interrompre, son visage s'assombrissant à chaque détail. Austin Reddick, a-t-il dit quand j'ai eu fini. Je connais ce nom. Vraiment? Il a traîné avec quelques femmes mariées en ville. La femme de mon ami Dave l'a mentionné. Elle a dit qu'il avait rejoint son cours de yoga et avait commencé à lui demander de prendre un café pour discuter d'objectifs de remise en forme. Mike a fait des guillemets avec ses doigts pour la dernière partie. Dave a dû avoir une conversation avec lui. Quel genre de conversation? Le genre qui a convaincu Austin de trouver un autre cours de yoga. J'ai siroté mon café et j'ai réfléchi à cela. Donc, il a un schéma. Il semble que oui. Le gars a la réputation d'être un briseur de ménage. Il cible les femmes qui traversent des moments difficiles dans leur mariage. La serveuse a apporté mes œufs et mon bacon. Je les ai poussés dans l'assiette, n'ayant plus vraiment faim. Le truc, c'est que, ai-je dit, je ne pense pas que Sarah le voit de cette façon. Je pense qu'elle croit sincèrement qu'il n'est qu'un ami qui la comprend. Ils le font toujours. Mike a dit d'un ton sombre. C'est comme ça que des gars comme Austin opèrent. Ils ne sont pas agressifs. Ils écoutent. Ils sympathisent. Ils font en sorte que la femme se sente comme la victime de son propre mariage. Son frère est venu me voir hier soir. Il m'a dit que je devrais me battre pour mon mariage. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que Sarah a fait son choix quand elle a décidé de me mentir et de passer la nuit avec un autre homme. Mike a acquiescé avec approbation. Bien. Ne les laisse pas te faire passer pour le méchant dans cette histoire, Eddie. Tu n'as rien fait de mal. Mais même en le disant, je me suis demandé si c'était vrai. Avais-je été un bon mari? Avais-je été assez attentif, assez romantique, assez solidaire? Les mots de Sarah lors de notre dispute continuaient de résonner dans ma tête. Tu ne m'as pas touché depuis des mois. Tu ne m'as emmené nulle part ni fait quoi que ce soit d'excitant depuis des années. Tu réfléchis trop. Mike a dit, lisant mon expression. Je le vois sur ton visage. Arrête de te remettre en question. Peut-être qu'elle a raison, pourtant. Peut-être que je suis devenu complaisant. Peut-être que j'ai arrêté d'essayer. Eddie, écoute-moi. Le mariage est une voie à double sens. Si Sarah était malheureuse, elle aurait dû t'en parler. Elle aurait dû suggérer une thérapie ou des soirées en amoureux ou quoi que ce soit. Ce qu'elle n'aurait pas dû faire, c'est chercher l'attention d'autres hommes. Je savais qu'il avait raison. Mais cela ne me faisait pas me sentir mieux. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Mike a demandé. Trouver un avocat, je suppose. Commencer le processus de divorce. Et le travail? Tu reviens bientôt? Je me posais la même question. Prendre des jours de maladie indéfiniment n'était pas une solution à long terme, mais je n'étais pas sûr de pouvoir me concentrer sur les inspections de bâtiments alors que ma vie personnelle implosait. Peut-être la semaine prochaine. Je dois d'abord me remettre les idées en place. Mike a fini son café et s'est levé. Tu as besoin de quelque chose? Un endroit où rester? Quelqu'un à qui parler? De l'aide pour déménager tes affaires? Tu m'appelles, d'accord? N'essaie pas de gérer tout ça seul. Après son départ, je suis resté au restaurant pendant 1 heure de plus, buvant du café et essayant de déterminer ma prochaine étape. J'avais besoin d'un avocat. Mais je devais aussi comprendre à quoi j'avais affaire. Depuis combien de temps Sarah voyait-elle Austin? Était-ce seulement émotionnel ou avaient-ils couché ensemble? Y en avait-il eu d'autres avant lui? J'ai décidé de commencer par ce que je pouvais vérifier. Sarah et moi avions un forfait de téléphonie mobile commun et j'avais toujours accès au compte en ligne. Je suis retourné à Lynn, j'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté au site web de Verizon. Les journaux d'appel racontaient une histoire que je ne voulais pas lire. Au cours des 6 dernières semaines, Sarah avait envoyé des SMS et appelé un numéro que je ne reconnaissais pas des dizaines de fois par jour. Le schéma était clair.
Des appels courts pendant les heures de travail, des appels plus longs le soir quand je pensais qu'elle regardait la télévision ou lisait. Des SMS tardifs qui continuaient bien après minuit. J'ai recherché le numéro en ligne. Austin Reddick, comme je l'avais soupçonné. Mais ce qui m'a vraiment frappé, c'est le timing. Le premier appel au numéro d'Austin datait d'il y a 7 semaines, le même jour où Sarah et moi avions une autre plus grosse dispute depuis des mois. J'avais été frustré par l'argent, par la rénovation de cuisine sans fin, par le sentiment que nous étions des colocataires au lieu de mari et femme. J'avais dit des choses que je regrettais. Et elle avait dit des choses qui m'avaient blessé profondément. Le lendemain, elle avait rejoint la salle de sport. Le jour d'après, elle avait appelé Austin pour la première fois. J'ai fermé l'ordi portable et j'ai fixé le plafond taché d'eau de la chambre de motel. Mike avait raison de dire que Sarah aurait dû me parler de son malheur au lieu de chercher du réconfort ailleurs. Mais je commençais aussi à réaliser que j'étais absent de notre mariage bien avant qu'elle ne commence à l'être. La question était, est-ce que cela me rendait partiellement responsable de ce qui s'était passé? Ou étais-je juste en train de trouver des excuses à sa trahison? Mon téléphone a vibré avec un message texte. Sarah. Eddie, il faut qu'on parle. Ça dégénère. Peux-tu me rencontrer pour un café? J'ai regardé le message pendant un long moment avant de répondre. Pas de café. Si tu veux parler, nous pouvons nous rencontrer à la maison en présence d'avocats. Sa réponse est venue immédiatement. Tu es ridicule. Je suis ta femme, pas ton ennemi. J'ai tapé et supprimé plusieurs réponses avant de me décider pour tu as cessé d'être ma femme quand tu as commencé à être la petite amie d'Austin. Cette fois, sa réponse a pris plus de temps. Je ne suis pas sa petite amie. Et je suis toujours ta femme, que tu le veuilles ou non. Pas pour longtemps. J'ai éteint mon téléphone après cela. J'avais des recherches à faire et je ne pouvais pas me permettre d'être distrait par les tentatives de Sarah de minimiser les dégâts. Parce que si Austin Reddick ciblait vraiment les femmes mariées dans notre petite ville, alors Sarah n'était pas sa première victime. Et si elle n'était pas sa première victime, alors je pouvais peut-être trouver d'autres personnes qui avaient vécu ce que je traversais. Peut-être que je pouvais trouver des alliés. Trouver les cibles précédentes d'Austin s'est avéré plus facile que prévu. Les petites villes sont comme ça. Tout le monde connaît les affaires de tout le monde et les secrets ont tendance à faire surface quand on sait où chercher. J'ai commencé par l'ami de Mike, Dave, celui dont la femme avait été approchée par Austin au cours de yoga. Dave travaillait au magasin de pièces automobiles du centre-ville et je l'y ai trouvé pendant sa pause déjeuner. Mike m'a dit que tu voulais peut-être parler, a dit Dave quand je lui ai expliqué pourquoi j'étais là. Désolé pour ta situation, mec. Ce gars Austin est un vrai salaud. Qu'est-ce qui s'est passé exactement avec ta femme? Dave s'est appuyé contre le comptoir et a secoué la tête. Linda a commencé à prendre des cours de yoga il y a environ 3 mois. Elle a dit qu'elle avait besoin de décompresser, de se remettre en forme, tout ça. Au début, c'était génial. Elle semblait plus heureuse. Plus confiante. Puis elle a commencé à mentionner cet instructeur qui était si encourageant et qui comprenait vraiment ses objectifs. Austin? Oui. Bien qu'elle ne m'ait pas dit son nom au début. Elle n'arrêtait pas de parler de la chance d'avoir quelqu'un qui l'écoutait. Qui la prenait au sérieux. Elle a commencé à rester après les cours pour discuter de ses progrès. Puis il a suggéré qu'ils se rencontrent pour prendre un café pour parler de nutrition. Les parallèles avec l'histoire de Sarah étaient inconfortables. Est-elle allée? Une fois. Elle est rentrée à la maison agissant de manière secrète et coupable, mais aussi un peu excitée. Comme si elle avait un secret qui la faisait se sentir spéciale. La mâchoire de Dave s'est contractée. C'est là que j'ai su que quelque chose n'allait pas. Que as-tu fait? Je lui ai demandé directement si elle était intéressée par ce gars. Elle est devenue défensive, a dit que j'étais jaloux et contrôlant. Elle a dit qu'il n'était qu'un ami qui se souciait de son bien-être. Ça me dit quelque chose. Alors j'ai fait des recherches. J'ai posé des questions. Il s'avère qu'Austin avait fait la même chose avec au moins 2 autres femmes en ville. Toujours le même schéma. Se lier d'amitié avec elles, les faire se sentir spéciales et comprises, puis progressivement faire monter la relation. Qu'est-il arrivé aux autres femmes? L'expression de Dave s'est assombrie. L'une d'elles a quitté son mari. Janet Morrison. Tu la connais peut-être. Elle travaille à la banque.
Elle était mariée à Tom Morrison depuis 15 ans, 2 enfants. Austin l'a convaincue que Tom ne l'appréciait pas, qu'elle méritait mieux. Elle a demandé le divorce le mois dernier. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Et l'autre femme? Amy Chen. Elle est enseignante à l'école primaire. Son mari a découvert l'affaire avant qu'elle n'aille trop loin, mais cela a failli détruire leur mariage. Ils sont en thérapie maintenant pour essayer de s'en sortir. Jésus. Oui. Alors quand Linda a commencé à être secrète au sujet de son instructeur de yoga, j'ai su qu'il fallait agir vite. Je suis allé au studio et j'ai eu une conversation avec Austin. Quel genre de conversation? Dave a souri d'un air sombre. Le genre où j'ai expliqué que ma femme était interdite et que s'il continuait à courtiser les femmes mariées dans cette ville, la rumeur allait se répandre sur ses méthodes. Les petites villes n'aiment pas les briseurs de ménage, Eddie. Mauvais pour les affaires. Ça a marché? Linda a arrêté d'aller à ce studio de yoga. Elle en a trouvé un autre de l'autre côté de la ville avec une instructrice. Nous avons eu de longues discussions sur les limites et sur ce qu'elle cherchait vraiment qu'elle ne trouvait pas à la maison. Dave a marqué une pause. Ce n'était pas facile. Mais nous avons réussi. Je suis parti du magasin de pièces automobiles avec beaucoup à méditer. Austin n'était pas juste un gars qui avait rencontré Sarah à la salle de sport. C'était un prédateur qui ciblait systématiquement les femmes mariées, identifiait leurs vulnérabilités et les exploitait. Mais je ne pouvais pas non plus ignorer le fait que ces tactiques ne fonctionnaient que sur les femmes qui étaient déjà malheureuses. Souriez. Parce que c'est le dernier beau jour de votre vie. Rire mignon. Vous vous souvenez de cette nuit-là? La fête de votre bureau? Daniel, ramène Sarah à la maison. Quelque chose d'urgent est arrivé. Musique, je suis enceinte. Qui est le père, à votre avis? Musique heureuse dans leur mariage. Sarah, Linda, Janet, Amy. Elles avaient toutes été vulnérables à l'approche d'Austin parce qu'il manquait quelque chose dans leur relation. Cet après-midi-là, je me suis rendu à la banque pour voir si je pouvais parler à Janet Morrison. Je la connaissais de loin depuis des années. Elle avait géré mon compte professionnel quand je travaillais dans la construction. Je l'ai trouvée au guichet du service client, l'air fatigué et plus vieille que dans mes souvenirs. Quand elle m'a vu approcher, son visage a rougi. Eddie, a-t-elle dit doucement. J'ai entendu parler de toi et Sarah. Je suis désolé. On peut parler? Peut-être prendre un café après le travail? Elle a jeté un coup d'œil autour de la banque, visiblement mal à l'aise. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Les gens parlent déjà assez de moi. Janet, je ne suis pas là pour te juger. Je veux juste comprendre ce qui s'est passé. Comment Austin opère? Son expression s'est légèrement adoucie. Tu veux vraiment savoir? J'ai besoin de savoir. Elle a de nouveau regardé autour d'elle, puis s'est penchée plus près. Rendez-vous au Starbucks sur la route 9 à 17h30. Celui près de l'autoroute où personne de la ville ne va. À 17h30, j'étais assis dans un box d'angle au Starbucks quand Janet est entrée. Elle avait troqué son uniforme de banque contre un jean et un pull, mais elle avait toujours l'air nerveuse. Je n'arrive pas à croire que je fais ça, a-t-elle dit en s'asseyant en face de moi. Dis-moi juste ce qui s'est passé. Depuis le début. Janet a siroté son latte et a regardé par la fenêtre le trafic sur la route 9. Tom et moi avions des problèmes depuis environ 1 an. Rien de dramatique, juste de la distance. Il travaillait de plus longues heures à son cabinet comptable. J'étais occupé avec les enfants et mon travail. Nous étions devenus des colocataires au lieu de mari et femme. Les mots ont touché trop près de la maison. Je me suis inscrite à la salle de sport pour perdre du poids, me remettre en forme. Peut-être me sentir mieux dans ma peau. Austin était mon entraîneur personnel. Au début, c'était juste professionnel. Il concevait des routines d'entraînement. Me donnait des conseils nutritionnels. Mais il écoutait aussi, vraiment écoutait. À propos de quoi? De tout. Mes frustrations avec Tom, mes sentiments d'être prise pour acquise, mes rêves que j'avais abandonnés quand je me suis marié et que j'ai eu des enfants. Austin me faisait sentir que mes sentiments comptaient, que j'étais intéressante et digne d'attention. Quand est-ce devenu plus que ça? Les joues de Janet ont rougi. Il a commencé à m'envoyer des messages de motivation. Puis ils sont devenus plus personnels.
me demandant comment j'allais, se souvenant des choses que je lui avais dites. Puis il a suggéré que nous nous rencontrions pour un café pour discuter de mes objectifs. Et tu y es allé. J'y suis allé. Et c'était incroyable, Eddie. Pendant 2 heures, j'étais assise en face d'un homme beau et attentif qui s'accrochait à chacun de mes mots. Il me faisait me sentir belle, désirable et intéressante. Toutes les choses que je n'avais pas ressenties depuis des années. Tom le savait-il? Je me suis dit que c'était innocent, juste de l'amitié. Austin comprenait que j'étais marié, que je ne cherchais rien de sérieux. Il a dit qu'il voulait juste m'aider à redécouvrir ma confiance. Mais ça a dégénéré. Janet a hoché la tête misérablement. Lentement, plus de rendez-vous café, puis des déjeuners. Puis il a commencé à dire que je méritais mieux. Que Tom n'appréciait pas ce qu'il avait. Il ne m'a jamais directement dit de quitter mon mari, mais il a planté des graines. Il m'a fait tout remettre en question sur mon mariage. Quand as-tu couché avec lui? La question était directe, mais j'avais besoin de savoir jusqu'où Sarah était allée. 6 semaines après notre premier rendez-vous café. Je me suis dit que c'était juste physique. Juste quelque chose dont j'avais besoin pour me sentir à nouveau vivante. Mais Austin a fait en sorte que cela ressemble à plus que ça. Comme si nous avions une vraie connexion. Combien de temps l'affaire a-t-elle duré? 3 mois. Tom l'a découvert quand il a vu des SMS sur mon téléphone. Nous avons eu une énorme dispute et je lui ai dit que je voulais divorcer. J'étais convaincu qu'Austin et moi avions quelque chose de réel, quelque chose qui valait la peine de briser ma famille. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Le rire de Janet était amer. Austin l'a fait. Dès que j'ai demandé le divorce, dès que c'est devenu réel au lieu d'un secret excitant, il a commencé à prendre ses distances. Il a dit qu'il avait besoin d'espace pour comprendre ce qu'il voulait. Puis j'ai découvert qu'il poursuivait déjà quelqu'un d'autre. Une autre femme mariée de son cours de yoga. Sarah. Je ne sais pas si c'était Sarah spécifiquement, mais oui, quelqu'un de nouveau. C'est là que j'ai réalisé que je n'étais pas spécial pour lui. J'étais juste une autre conquête, une autre femme mariée qu'il pouvait manipuler et jeter. As-tu essayé de te réconcilier avec Tom? J'ai essayé. Mais le mal était fait. Il ne peut plus me faire confiance, et honnêtement, je ne peux pas lui en vouloir. J'ai jeté 15 ans de mariage pour un fantasme. Nous sommes restés silencieux un instant, regardant les voitures passer sur l'autoroute. Des gens normaux vivant des vies normales, ne pas être assis dans des cafés de chaîne à discuter de l'épave de leur mariage. Eddie, a dit Janet finalement, je sais que tu penses probablement que je suis une personne terrible, et peut-être que je le suis, mais je veux que tu saches que Sarah n'est pas une mauvaise personne non plus. Austin est très bon dans ce qu'il fait. Il trouve des femmes vulnérables et solitaires. Et il leur fait croire que leurs mariages sont le problème. Le sont-ils, le problème, je veux dire? Janet a réfléchi. Dans mon cas, oui et non. Tom et moi avions de vrais problèmes que nous aurions dû aborder en thérapie. Mais au lieu de travailler dessus ensemble, j'ai laissé Austin me convaincre que la solution était de faire exploser toute ma vie. Le regrettes-tu? Chaque jour. Pas seulement perdre Tom et faire du mal à mes enfants, mais croire les mensonges d'Austin sur ce que nous avions. J'ai échangé un vrai mariage avec de vrais problèmes contre un fantasme qui n'allait jamais durer. J'ai remercié Janet pour son honnêteté et je suis retourné au motel. Son histoire m'avait donné un aperçu des méthodes d'Austin, mais elle m'avait aussi forcé à confronter des vérités inconfortables sur mon propre mariage. Sarah et moi avions de vrais problèmes que nous n'avions jamais abordés. Nous nous étions éloignés, étions devenus complaisants, avions cessé de communiquer efficacement. En ce sens, nous étions tous deux responsables de la distance entre nous. Mais Sarah avait choisi de gérer ses problèmes en cherchant la validation d'un autre homme au lieu de travailler sur notre relation ensemble. Et ce choix, cette trahison, était quelque chose que je n'étais pas sûr de pouvoir pardonner. La question était, qu'allais-je faire à ce sujet? J'avais évité les appels et les messages de Sarah pendant une semaine lorsqu'elle s'est présentée au motel. Je revenais d'un autre dîner déprimant chez Denise quand je l'ai trouvée assise sur le capot de mon camion, les bras croisés, l'air furieux. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit sans préambule. Je t'ai dit, si tu veux parler, on peut le faire par l'intermédiaire d'avocats. Eddie, arrête d'être ridicule. Je suis toujours ta femme. Vraiment?
Parce que les femmes ne passent généralement pas la nuit dans l'appartement d'autres hommes. Sarah a glissé de mon camion et s'est rapprochée. Même en colère et échevelée, elle était belle. Cela avait toujours fait partie du problème. L'apparence de Sarah l'avait tirée d'affaire toute sa vie, et elle avait appris à l'utiliser comme une arme. Rien ne s'est passé cette nuit-là, a-t-elle dit. On a parlé. C'est tout. De quoi? Deux choses. De mon malheur. De notre déconnexion. Alors, tu as parlé à Austin de nos problèmes de mariage au lieu de me parler à moi. J'ai essayé de te parler, mais chaque fois que j'abordais quelque chose de sérieux, tu changeais de sujet ou tu faisais une blague ou tu trouvais un projet sur lequel travailler. Il y avait assez de vérité dans cette accusation pour piquer. J'avais évité les conversations difficiles avec Sarah pendant des mois, peut-être plus longtemps. Alors, tu as décidé de trouver quelqu'un qui écouterait. J'ai décidé de trouver un ami qui comprendrait ce que je traversais. Un ami qui cible les femmes mariées partout en ville. L'expression de Sarah a légèrement faibli. De quoi parles-tu? Austin Reddick a un schéma, Sarah. Il s'attaque aux femmes mariées qui ont des problèmes, les fait se sentir spéciales et comprises, les convainc que leur mari ne les apprécie pas. Puis il couche avec elles et passe à la cible suivante. Ce n'est pas ce que c'est. N'est-ce pas? Demande à Janet Morrison. Demande à Amy Shen. Demande à Linda Rodriguez. La couleur a fui le visage de Sarah. Tu as parlé à d'autres femmes de mes affaires personnelles? J'ai parlé aux autres victimes d'Austin de ses méthodes. Je ne suis pas une victime, Eddie. Et Austin n'est pas un prédateur. C'est un homme bon qui a été là pour moi quand mon propre mari ne pouvait pas se donner la peine. Quand as-tu couché avec lui? La question est restée en suspens entre nous. La bouche de Sarah s'est ouverte et fermée, mais aucun mot n'est sorti. Quand, Sarah? Ce n'était pas comme ça. Réponds à la question. Il y a 2 semaines, a-t-elle dit finalement, sa voix à peine audible. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Il y a 2 semaines, nous vivions encore ensemble. Nous partagions encore un lit, des repas, jouions le rôle d'un couple marié. Où? Eddie, s'il te plaît. Où as-tu avec lui, Sarah? Elle a tressailli au langage grossier. Dans son appartement, après la salle de sport. Qu'est-ce que tu m'as dit cette nuit-là? Je ne me souviens pas. Tu as dit que tu travaillais tard. Tu es rentré à 23h et tu m'as dit que tu avais été en réunion budgétaire jusqu'à 22h30. Sarah a détourné le regard, incapable de me regarder dans les yeux. Donc, tu m'as menti, tu es allé dans son appartement, tu as couché avec lui, puis tu es rentré à la maison et tu t'es couché à côté de moi comme si rien ne s'était passé? Ce n'était pas censé arriver. C'est juste arrivé. Une fois? Une autre longue pause. Non. Combien de fois, Sarah? Est-ce que ça compte? Oui, ça compte. 3 fois, a-t-elle dit, les larmes commençant à couler. 3 fois en 2 semaines. Je me suis appuyé contre mon camion, me sentant comme si j'avais reçu un coup de poing dans le ventre. 3 fois. Alors que nous vivions encore ensemble, toujours mariés, faisant toujours semblant de travailler sur notre relation. Et tu n'as jamais pensé à me le dire? Tu n'as jamais pensé que je méritais peut-être de savoir que ma femme couchait avec un autre homme? J'allais te le dire. J'essayais de trouver comment gérer la situation. Quelle situation? Tu veux dire ton aventure? Ce n'est pas une aventure. C'est compliqué. Non, Sarah, c'est simple. Tu es marié à moi et tu quelqu'un d'autre. C'est de l'adultère, et c'est un motif de divorce dans l'état du Maine. Sarah pleurait plus fort maintenant, le mascara coulant sur ses joues. Eddie, s'il te plaît. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais on peut s'en sortir. On peut aller en thérapie. On ne peut rien faire. Tu as détruit notre mariage quand tu as décidé qu'Austin Reddick était plus important que tes vœux de mariage. Il n'est pas plus important. Tu le hais. Tu es mon mari. Alors pourquoi l'as-tu choisi plutôt que moi? Je ne l'ai pas choisi plutôt que toi. Oui, tu l'as fait. Chaque fois que tu as menti sur l'endroit où tu allais. Chaque fois que tu lui as envoyé un SMS au lieu de me parler. Chaque fois que tu es allé dans son lit au lieu de travailler sur nos problèmes ensemble. Tu l'as choisi.
Sarah a essuyé ses yeux avec le dos de sa main, étalant encore plus son maquillage. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Eddie? Je ne peux pas changer ce qui s'est passé. Je ne peux pas le reprendre. Je veux que tu admettes ce que tu as fait. Je veux que tu arrêtes de trouver des excuses et que tu assumes la responsabilité de tes choix. Bien. J'ai eu une aventure. Je t'ai menti. Je t'ai fait du mal. Je suis désolé. Et maintenant? Maintenant rien. Il est trop tard pour les excuses. Ce n'est pas trop tard. Nous sommes ensemble depuis 8 ans, Eddie. Ça doit compter pour quelque chose. Ça a compté pour quelque chose. Jusqu'à ce que tu le jettes pour un entraîneur personnel qui est probablement déjà passé à sa prochaine cible. Le visage de Sarah est devenu pâle. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire qu'Austin Reddick ne fait pas de relation, Sarah. Il fait des conquêtes. Et maintenant qu'il t'a conquise, il cherche probablement quelqu'un de nouveau. Tu ne sais pas de quoi tu parles. N'est-ce pas? Quand est la dernière fois que tu as eu de ces nouvelles? Le silence de Sarah était révélateur. Laisse-moi deviner, ai-je continué. Il a été distant dernièrement, ne te rappelant pas aussi vite, trouvant des excuses pour ne pas te voir. Il est juste occupé avec le travail. Il est occupé avec sa prochaine victime, tout comme il était occupé avec toi quand il s'ennuyait avec Janet Morrison. Tu mens. Est-ce que je mens? Pourquoi ne l'appelles-tu pas tout de suite? Voici les libres de parler. Sarah a sorti son téléphone avec des mains tremblantes. Elle a composé le numéro d'Austin et a mis le téléphone à son oreille. Je l'ai entendu sonner 1 fois, 2 fois, 3 fois avant d'arriver sur la messagerie vocale. Austin, c'est moi, a-t-elle dit au téléphone. Peux-tu me rappeler? J'ai vraiment besoin de te parler. Elle a raccroché et m'a regardé avec défi. Il est probablement à la salle de sport. Il est 21h, Sarah. La salle de sport a fermé il y a 1 heure. Nous nous tenions là sur le parking du motel, 2 personnes qui s'étaient autrefois aimées assez pour se promettre l'éternité, maintenant des étrangers séparés par des mensonges et de la trahison et les débris d'une confiance brisée. Je devrais y aller, a dit Sarah finalement. Oui, tu devrais. Elle s'est dirigée vers sa voiture puis s'est retournée. Eddie, je sais que tu me détestes en ce moment et je sais que je le mérite, mais je veux que tu saches que je n'ai jamais voulu que cela arrive. Je n'ai jamais voulu te faire du mal. Mais tu m'as fait du mal, Sarah, et le pire, c'est que tu as continué à me faire du mal même après avoir su que ce que tu faisais était mal. Elle est montée dans sa voiture et est partie, me laissant seule sur le parking avec l'odeur d'échappement et le bruit du trafic de l'autoroute. Je suis retourné dans ma déprimante chambre de motel et me suis assis sur le lit, fixant le plafond taché d'eau. Demain, j'appellerai un avocat et entamerai la procédure de divorce. Je trouverai comment diviser nos biens, nos dettes, notre vie partagée. Mais ce soir, je me suis juste assis là et j'ai pleuré la fin de mon mariage et la mort de l'avenir que je pensais que nous construisions ensemble. C'était fini. Enfin, officiellement, irréversiblement fini. La seule question maintenant était ce qui allait suivre. Le cabinet d'avocats de Patricia Hendricks était situé dans une maison victorienne transformée sur Elm Street, avec des planchers qui grinçaient et une odeur de bois ancien et de café. Patricia elle-même avait la 50aine, les cheveux gris et les yeux perçants, avec la réputation d'être dure mais juste. Donc, a-t-elle dit en examinant les notes que je lui avais données, votre femme a eu une aventure, a menti à plusieurs reprises à ce sujet et prétend maintenant que ce n'était qu'une amitié qui a dégénéré. C'est à peu près ça. Et vous avez des preuves de l'aventure? Je lui ai tendu un dossier contenant des impressions des relevés téléphoniques, des captures d'écran des publications Instagram de Sarah et une déclaration écrite de Jim Murphy concernant le fait d'avoir vu Sarah quitter le bar avec Austin. Patricia a feuilleté les documents, hochant la tête de temps en temps. C'est bien. Le Maine est un état de divorce sans faute, ce qui signifie que l'aventure elle-même n'affectera pas la division des biens, mais elle peut avoir un impact sur les considérations d'aliments. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Sarah ne pourra pas réclamer une pension alimentaire pour conjoint basée sur votre prétendue inconduite, puisqu'elle est celle qui a violé le contrat de mariage. Bien. Maintenant, parlons des biens. Vous possédez une maison ensemble? Oui, nous l'avons achetée il y a 3 ans. Nous devons encore environ 60 000 sur l'hypothèque. D'autres biens importants, compte de retraite, véhicule, compte bancaire conjoint.
Je lui ai donné un aperçu de nos finances. Ce n'était pas compliqué. Nous étions des personnes de la classe moyenne avec des dettes et des biens de la classe moyenne. Pas d'enfants? Pas d'enfants. Cela simplifie considérablement les choses. Maintenant, quels sont vos objectifs pour ce divorce? Quels résultats espérez-vous? J'y ai réfléchi. Je veux une rupture nette. Je ne veux pas de pension alimentaire et je ne veux pas en payer. Je veux tout partager 50-50e et partir. C'est raisonnable. Qu'en est-il de la maison? Elle peut l'avoir si elle peut se permettre les paiements hypothécaires. Sinon, nous la vendrons et partagerons les bénéfices. Patricia a pris des notes sur son bloc-notes. Je rédigerai les documents initiaux et la servirai dans la semaine. Le Maine a un délai d'attente de 60 jours pour les divorces non contestés, plus long si elle décide de se battre. Va-t-elle se battre? Difficile à dire. Les gens font des choses irrationnelles lorsque leur mariage prend fin, mais d'après ce que vous m'avez dit, elle n'a pas beaucoup de terrain sur lequel se tenir. J'ai quitté le bureau de Patricia avec le sentiment d'avoir franchi la première étape concrète vers la fin de mon mariage. C'était à la fois libérateur et terrifiant. Cet après-midi-là, je me suis rendu à la salle de sport où travaillait Austin. Filife était une nouvelle installation dans un centre commercial, tout en équipement brillant et en affiches de motivation. À travers les vitres, je pouvais voir des gens courir sur des tapis de course et soulever des poids, poursuivant leurs objectifs de remise en forme avec une admirable détermination. J'ai trouvé Austin dans la section des poids libres, en train de surveiller un homme d'âge moyen au développé couché. Il était exactement ce à quoi je m'attendais, grand, musclé avec le genre de sourire artificiellement blanc qui suggérait un travail dentaire coûteux. Il portait un polo Filife moulant et des shorts qui mettaient en valeur son physique sculpté par la salle de sport. J'ai attendu qu'il ait fini avec son client, puis je me suis approché. Austin Reddick? Il s'est retourné et je l'ai vu me jauger, se demandant probablement si j'étais un client potentiel ou un problème potentiel. C'est moi. Je peux vous aider? Je suis Eddie Harlow, le mari de Sarah. Son expression a immédiatement changé. Le masque de vendeur amical a glissé, remplacé par quelque chose de plus prudent. Oh. D'accord. Sarah vous a mentionné. J'en suis sûr. On peut parler? Austin a jeté un coup d'œil autour de la salle de sport, visiblement mal à l'aise. Je travaille en ce moment. Ça ne prendra pas longtemps. Il m'a conduit vers un coin plus calme près du bar à jus, loin de la zone d'entraînement principale. Écoutez, a-t-il dit avant que je puisse parler, je sais que c'est gênant, mais Sarah et moi ne sommes que des amis. Quoi qu'elle vous ait dit sur nous, elle m'a dit que vous couchiez ensemble depuis 2 semaines. Le visage d'Austin est devenu rouge. Ce n'est pas ainsi que je décrirais notre relation. Comment la décririez-vous? Sarah traverse une période difficile dans son mariage. Je lui ai apporté un soutien émotionnel. C'est ce que vous appelez ça? J'appelle ça être un bon ami pour quelqu'un qui en a besoin. J'ai étudié son visage, cherchant des signes de culpabilité, de remords ou même de décence humaine élémentaire. Ce que j'ai vu à la place, c'était de la ruse. Il essayait de comprendre ce que je savais et dans quelle mesure il était en difficulté. Austin, je vais être très clair sur quelque chose. Mon mariage avec Sarah est terminé. Je demande le divorce et je ne veux pas qu'elle revienne, donc vous n'avez pas à vous soucier que j'essaie de la reconquérir. Le soulagement a éclairé son visage. Mais, ai-je continué, je veux que vous compreniez quelque chose sur la femme avec qui vous avez couché. Sarah ne quittera pas son mariage pour vous. Elle ne s'enfuira pas avec vous au coucher du soleil. Elle vous utilise de la même manière que vous l'avez utilisée. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Je veux dire que Sarah aime l'attention que vous lui donnez et elle aime l'excitation de se cacher, mais quand il s'agit de choisir, elle choisira la sécurité plutôt que la passion. Elle le fait toujours. La mâchoire d'Austin s'est contractée. Vous ne connaissez pas Sarah aussi bien que vous le pensez. Je suis marié à elle depuis 8 ans. Je sais exactement qui elle est. Peut-être que c'est le problème. Peut-être que vous ne l'avez jamais vraiment vue. Peut-être. Mais je vous vois assez clairement. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que je connais Janet Morrison et Amy Shen et Linda Rodriguez. Vous avez un schéma, Austin. Vous ciblez les femmes mariées qui ont des problèmes. Vous les faites se sentir spéciales. Vous couchez avec elles et ensuite vous passez à autre chose.
Le visage d'Austin était passé du rouge au pâle. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Bien sûr que si. La question est, Sarah sait-elle qu'elle n'est que la dernière d'une longue série de conquêtes? Sarah et moi avons quelque chose de réel. Vraiment? Quand est la dernière fois que vous lui avez parlé? Le silence d'Austin fut une réponse suffisante. Laissez-moi deviner, dis-je, elle vous a appelé et envoyé des SMS plus fréquemment dernièrement, devenant collante, voulant savoir où va la relation et vous vous êtes retiré, trouvant des excuses, gardant vos distances. Ce n'est pas comme ça. C'est exactement comme ça parce que maintenant que le mariage de Sarah se termine, maintenant qu'elle est disponible, vous n'êtes plus intéressé. Le frisson est parti. Austin a regardé autour de la salle de sport, voulant clairement que cette conversation se termine. Voici ce qui va se passer, ai-je continué. Sarah va continuer à vous appeler et vous allez continuer à éviter ses appels. Finalement, elle va se présenter ici ou à votre appartement, exigeant de savoir pourquoi vous ne répondez pas à ses messages et vous allez devoir lui dire la vérité, que vous n'avez jamais été sérieux à son sujet. Quel n'était qu'un moyen de passer le temps. Vous vous trompez à mon sujet. Vraiment? Prouvez-le. Appelez Sarah tout de suite et dites-lui que vous l'aimez. Dites-lui que vous voulez être avec elle. La main d'Austin s'est dirigée vers son téléphone puis s'est arrêtée. C'est ce que je pensais, dis-je. Vous savez ce qui est drôle, Austin? Sarah pense qu'elle vous a choisi plutôt que moi, mais la vérité est qu'elle a choisi un fantasme plutôt que la réalité et maintenant elle n'aura ni l'un ni l'autre. Je me suis tourné pour partir, puis je me suis arrêté et j'ai regardé en arrière. Une dernière chose. C'est une petite ville et la rumeur se propage vite. Votre réputation de briseur de ménage se répand déjà. Je vous suggère de trouver un nouveau métier, peut-être dans une ville différente. Car les femmes mariées vont commencer à vous éviter et leurs maris vont commencer à vous surveiller très attentivement. J'ai laissé Austin là, dans sa salle de sport étincelante, entouré de tous les attributs du succès et de la santé, l'air d'un homme qui venait de réaliser que son monde était sur le point de s'effondrer. En rentrant au motel, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des semaines, de la satisfaction. Pas le bonheur exactement, mais le sentiment d'avoir enfin pris le contrôle de ma situation au lieu de simplement réagir. Sarah avait fait son choix quand elle avait décidé d'avoir une aventure. Austin avait fait son choix quand il avait décidé de cibler les femmes mariées. Maintenant, ils allaient tous deux vivre avec les conséquences de ces choix. Et pour la première fois depuis que tout ce cauchemar avait commencé, j'attendais avec impatience ce qui allait suivre. Les papiers de divorce ont été remis à Sarah un mardi matin sur son lieu de travail. Je le sais parce que Patricia m'a appelé à 10h15 pour confirmer que l'huissier l'avait trouvée à l'hôpital et lui avait remis les documents. Comment a-t-elle réagi, ai-je demandé. Selon l'huissier, elle a semblé choquée, a commencé à pleurer et a demandé s'il y avait une erreur. Pas d'erreur. Elle a 30 jours pour répondre. Si elle ne conteste pas, nous pouvons procéder à un divorce par consentement mutuel. Et si elle conteste? Alors nous irons au tribunal et laisserons un juge décider. Mais honnêtement, Eddie, d'après les preuves que vous avez fournies, elle n'a pas beaucoup de chance. Ce soir-là, mon téléphone a commencé à sonner. Sarah appelait encore et encore. J'ai laissé le message aller sur la messagerie vocale à chaque fois. Quand j'ai finalement écouté les messages, il racontait une histoire de désespoir croissant. Eddie, s'il te plaît, rappelle-moi. Il faut qu'on parle de ces papiers. Je n'arrive pas à croire que tu aies demandé le divorce sans même essayer de régler les choses. C'est fou, Eddie. On peut arranger ça. S'il te plaît, appelle-moi. Je suis allé au motel. Mais tu n'étais pas là. Où séjournes-tu? Le dernier message était différent. La voix de Sarah était plate, défaite. Austin ne répond pas à mes appels. Je pense que tu avais raison à son sujet. S'il te plaît, Eddie, je sais que j'ai tout gâché, mais je ne veux pas tout perdre. Appelle-moi. Je ne l'ai pas rappelé. Au lieu de cela, je me suis rendu au Murphy's Pub, où j'ai trouvé Mike Rodriguez à sa place habituelle au bar, sirotant une bière et regardant le match des Red Sox à la télévision murale. Eddie a-t-il appelé quand il m'a vu? J'ai entendu dire que tu avais signifié les papiers à Sarah aujourd'hui. Comment vas-tu? Mieux que prévu, en fait. Jim Murphy est apparu derrière le bar, essuyant des verres. J'ai entendu parler de ta situation, Eddie.
Désolé que ça en soit arrivé là. Merci, Jim. Je peux avoir un bourbon? Un double. Jim a versé le verre et l'a fait glisser sur le bar. Tu sais, je pensais à ce dont nous avions parlé avant, à ce personnage d'Austin. Oui. La rumeur se propage à son sujet. Quelques autres gars sont venus demander des nouvelles de leur femme et de ce coach sportif. On dirait qu'il a fait une sacrée impression sur les femmes mariées de la ville. Mike s'est détourné de la télévision. Quel genre d'impression? Le genre qui brise les mariages, a dit Jim d'un ton sombre. Tom Morrison était là la semaine dernière, noyant son chagrin. Il a dit que sa femme, Janet, l'avait quitté pour un instructeur de fitness. C'est Austin, ai-je confirmé. Le même gars qui a couché avec Sarah. Le salaud a une sacrée combine, a dit Mike. Il cible les femmes malheureuses, les fait se sentir spéciales, brise leur mariage. Plus maintenant, ai-je dit en sirotant mon bourbon. J'ai eu une conversation avec lui hier, je lui ai fait comprendre que sa réputation le rattrapait. Bien, a dit Jim. Des gars comme ça nous donne à tous une mauvaise réputation. Nous avons bu en silence complice pendant un moment, regardant le match et ne parlant pas de femmes infidèles ou de mariages brisés. Cela semblait normal, confortable, la première fois que je me sentais vraiment détendu depuis des semaines. Vers 21h, la porte s'est ouverte et Sarah est entrée. Le bar entier est devenu silencieux. Dans une petite ville, tout le monde sait quand le mariage de quelqu'un s'effondre, et la présence de Sarah au Murphy's Pub, le repère d'Eddie, était soit très courageuse, soit très stupide. Elle m'a repéré au bar et s'est approchée, ignorant les regards des autres clients. Eddie, il faut qu'on parle. Non, on ne parle pas. S'il te plaît, juste 5 minutes. Mike et Jim ont échangé des regards, visiblement mal à l'aise face au drame domestique qui se jouait dans leur sanctuaire. Tu veux parler, ai-je dit, me tournant pour lui faire face. Bien, parlons. Ici et maintenant, devant tout le monde. Sarah a regardé autour du bar, réalisant que notre conversation allait devenir un spectacle public. On peut aller quelque part en privé. Non. Tu veux parler, on parle ici. Qu'est-ce que tu voulais dire? Le visage de Sarah était rouge de gêne, mais elle a continué. Je veux m'excuser pour tout, pour t'avoir menti, pour l'aventure, pour t'avoir blessé. J'ai fait de terribles erreurs, et je suis désolé. D'accord. Excuse notée. Autre chose? Je veux essayer de régler les choses. Je veux aller en thérapie, comprendre ce qui n'a pas marché, réparer notre mariage. Le bar était complètement silencieux maintenant. Même la télévision semblait assourdie par rapport à la tension dans la pièce. Et Austin, ai-je demandé. La voix de Sarah est tombée à un murmure. C'est fini avec Austin. As-tu rompu avec lui ou t'a-t-il largué? Est-ce que ça compte? Oui, ça compte. Parce que s'il t'a largué, alors tu n'es pas là parce que tu as réalisé que tu avais fait une erreur. Tu es là parce que ton plan de secours a échoué. Les yeux de Sarah se sont remplis de larmes. Ce n'est pas juste. N'est-ce pas? Il y a 3 semaines, tu étais prête à jeter notre mariage pour Austin Reddick. Tu m'as dit que j'étais ennuyeux, que je ne t'appréciais pas, que tu te sentais étouffé. Qu'est-ce qui a changé? J'ai réalisé que j'avais tort. J'ai réalisé que ce qu'Austin et moi avions n'était pas réel. Non, Sarah. Tu as réalisé qu'Austin n'était jamais sérieux à ton sujet. Tu as réalisé qu'il t'utilisait de la même manière qu'il a utilisé Janet Morrison et Amy Shen et Dieu sait combien d'autres femmes mariées dans cette ville. Les larmes coulaient librement maintenant. S'il te plaît, Eddie, je sais que je ne mérite pas une autre chance, mais je t'en demande une quand même. Je l'ai regardée, vraiment regardée, et pendant un instant, je me suis souvenu pourquoi j'étais tombé amoureux d'elle il y a 8 ans. Elle avait été belle et ambitieuse et pleine de rêves sur l'avenir que nous construirions ensemble. Mais cette femme était partie, remplacée par quelqu'un qui m'avait menti pendant des semaines, trahi nos vœux de mariage, et ne me voulait que parce que son aventure s'était mal terminée. Non, ai-je dit doucement. Non. Non, Sarah. Je ne te donne pas une autre chance. Je ne vais pas en thérapie avec toi. Je ne vais pas prétendre que ce que tu as fait peut être pardonné ou oublié. Mais on peut s'en sortir. D'autres couples ont survécu à des aventures. D'autres couples, peut-être. Pas nous. Pourquoi pas?
J'ai pris une longue gorgée de bourbon, rassemblant mes pensées. Tout le bar écoutait, mais je m'en fichais. Cette conversation devait avoir lieu, et si elle avait lieu en public, qu'il en soit ainsi. Parce que tu n'as pas seulement eu une aventure, Sarah. Tu as mené une campagne de tromperie contre moi. Pendant des semaines, tu m'as regardé dans les yeux et tu as menti sur où tu allais, avec qui tu étais. Ce que tu faisais. Tu es rentré du lit d'Austin et tu es venu dans notre lit comme si rien ne s'était passé. Je sais, et je suis désolé. Tu es désolé de t'être fait prendre. Tu es désolé qu'Austin se soit avéré être exactement ce que je t'avais dit qu'il était. Mais tu n'es pas désolé d'avoir eu l'aventure, parce que si Austin avait été sérieux à ton sujet, tu serais avec lui en ce moment au lieu de me supplier de te reprendre. Sarah a essuyé ses yeux avec une serviette que Jim avait tranquillement placée devant elle. Ce n'est pas vrai. Oui, ça l'est, et au fond de toi, tu le sais. Alors, c'est tout? 8 ans de mariage, et tu vas juste tout jeter? Je ne jette rien, Sarah. Tu l'as déjà fait quand tu as décidé qu'Austin Reddick était plus important que tes vœux de mariage. Sarah s'est levée du tabouret de bar, son visage un mélange de douleur et de colère. Bien. Si c'est comme ça que tu veux, alors bien. Mais ne t'attends pas à ce que je te facilite ce divorce. Je n'en rêverai pas. Elle s'est dirigée vers la porte, puis s'est retournée une dernière fois. Tu vas le regretter, Eddie. Tu vas réaliser ce que tu as perdu, et d'ici là, il sera trop tard. Peut-être, mais je regretterai encore plus de rester avec quelqu'un qui m'a trahi. Après son départ, le bar a lentement retrouvé son cours normal. Les conversations ont repris, le volume de la télévision est remonté, et la vie a continué. Mike m'a tapé sur l'épaule. Ça n'a pas dû être facile. Non, ça ne l'était pas, mais il fallait que ça arrive. Jim m'a resservi sans que je le demande. Tu as fait ce qu'il fallait, Eddie. Une femme comme ça, elle le referait. J'ai hoché la tête, même si une partie de moi se demandait si je faisais une erreur. 8 ans, c'était beaucoup de temps à jeter. Mais ensuite, je me suis souvenu des mensonges, de la tromperie, des nuits où Sarah était rentrée de l'appartement d'Austin et avait prétendu que tout était normal. Certaines erreurs peuvent être pardonnées. Certaines trahisons peuvent être surmontées. Mais certaines blessures sont trop profondes pour guérir, et certaines confiances, une fois brisées, ne peuvent jamais être réparées. Sarah avait fait son choix il y a des semaines, quand elle avait commencé son aventure avec Austin. Ce soir, j'avais enfin fait le mien. Le divorce allait se poursuivre, et notre mariage prendrait fin, et nous devrions tous deux trouver comment construire de nouvelles vies à partir des débris de l'ancienne. Mais pour la première fois depuis que ce cauchemar avait commencé, j'avais l'impression d'avancer au lieu de simplement survivre. Et c'était suffisant. 2 semaines plus tard, Sarah a pris un avocat et a déposé une contre-requête, affirmant que j'étais émotionnellement abusif et que je lui devais une pension alimentaire et plus de biens. Patricia a appelé vendredi. Sarah dit que je la contrôlais, l'isolais, et qu'elle avait dû chercher ailleurs. J'ai dit à Patricia que c'était des mensonges. Elle a dit que nous le prouverions avec des témoins, Mike Rodriguez, Jim Murphy, des collègues, peut-être les amis de Sarah, et a averti que son avocat jouait la carte dure. Cette nuit-là au restaurant, Austin Reddick s'est glissé dans ma cabine, l'air hagard. Sarah le harcelait, et il a admis qu'elle disait aussi aux gens que j'étais abusif. Il ne confessait pas par gentillesse. Il craignait d'être blâmé comme un manipulateur au tribunal. Je lui ai dit que je voulais une chose, la vérité. Soit il témoignait qu'il avait courtisé une femme mariée et l'avait traitée comme un frisson, soit j'exposerais son schéma à tout le monde en ville. Il a cédé, admettant qu'il n'avait jamais été sérieux, et que l'excitation était morte une fois qu'elle était disponible. 3 jours plus tard, Patricia a dit que le témoignage d'Austin avait fait exploser le récit de Sarah. Le règlement a suivi. 50-50e, pas de pension alimentaire, rupture nette. 6 mois plus tard, j'ai acheté une maison tranquille, Austin a quitté la ville, et j'ai bu de la bière avec des amis, soulagé, impatient de voir demain sans mensonge ni appel téléphonique tardif de sa part.